La lettre lui avait tout promis, une cabane douillette perchée sur une colline ensoleillée, la présence constante d'un homme bienveillant aux mains calleuses, un lit de plumes chaud pour ses os fatigués, et des garde-manger débordants pour qu'elle n'ait pas à se soucier d'un seul pain. Il avait même nommé 7 poules aux 7 poules, écrivait-il, dont les gloussements matinaux annonceraient des paniers d'œufs frais à chaque aube. Mais lorsque Clara descendit du train bruyant à la gare de Dairy Creek, ses 2 mâles éraflés traînant derrière elle et son espoir déjà renfermé, aucun visage doux ne l'accueillit. Pas de pancarte gravée à son nom, pas de monture prête à accueillir ses bagages, seulement une poussière infinie soulevée par un vent impétueux, et un garçon solitaire, pieds nus et âgé de 10 ans à peine, plissant les yeux comme s'il s'attendait à sa disparition à tout moment. « Êtes-vous Clara Mayfield » demanda-t-il d'une voix faible dans le vide. Sa gorge se serra, mais elle parvint à hocher la tête. « Pow est mort. » Ces 2 mots lui échappèrent comme si elle avait mal compris. « Il est mort il y a 2 jours, morsure de serpent. Nous l'avons enterré nous-mêmes. » Le garçon Sam, dit-il, détourna le regard, comme si le choc risquait de le briser. Les doigts de Clara s'enfoncèrent dans le cuir usé de son sac. Il devait y avoir une terrible erreur. Je devais l'épouser. Il m'a fait appeler. Sam leva le menton. Il savait que tu venais. C'est pour ça qu'il a écrit après avoir été mordu. Numéro 4 a dit, peut-être que tu viendrais quand même. La poussière lui piquait les yeux, ou peut-être était-ce la perte soudaine et caverneuse qui lui engloutissait la poitrine. Elle déglutit, sentant le sable. « Combien êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix plus douce que la brise. « 7 ans, dit-il. Je suis l'aîné. 7 enfants ? Eh bien, 6 maintenant, depuis le décès de Jenny l'hiver dernier. Mais il ne reste que nous. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir le train réapparaître. « On n'a personne d'autre. » Le bébé tête encore. Clara ne dit rien. Derrière elle, le serpent de fer d'un train siffla et gémit, puis s'éloigna en titubant sur les rails, comme s'il comprenait qu'elle ne monterait plus. Elle examina ses bottes, les malles qu'elle pouvait à peine soulever, puis Sam décharné, les yeux creux, mais d'une immobilité de pierre. « Où est la maison » demanda-t-elle. Il désigna une petite crête. « Elle est petite. »« Moi aussi » murmura-t-elle, et il lui fit un simple signe de tête solennel avant de soulever l'une de ses malles comme si elle ne pesait rien. Clara le suivit sur la terre desséchée, chaque pas hésitant, la poitrine ouverte par le chagrin et la détermination. Elle était venue épouser un inconnu, au lieu de cela, elle rencontra un fantôme et cet enfant qui la considérait comme leur ultime sécurité. Pas de projet, pas d'alliance, pas de promesse à tenir, seulement le claquement régulier de petits pas devant elle et son propre cœur qui murmurait « Tu n'es pas venu par amour. » Peut-être pour quelque chose de plus grand. Ils atteignirent enfin la cabane, à peine plus large qu'une pièce, les planches de son porche gondolées sous leur poids, la porte pendue sur des gonds rouillés, et la cheminée criblée de fissures irrégulières, comme si le chagrin lui-même la pesait. Clara s'arrêta sur le seuil. L'air intérieur sentait la cendre froide, les haricots bouillis et l'amertume d'un tissu longtemps privé d'eau propre. Elle entra, les yeux s'efforçant de s'habituer au crépuscule. 6 paires d'yeux creux la fixaient, et la 7e, le bébé, dormait dans une caisse en bois brisée près des braises mourantes, emmitouflée dans une courte pointe aux taches décolorées. Les autres étaient assis à une table grossièrement taillée, des côtes se dessinant sous des chemises fines, des bols vides déjà posés devant eux comme si le dîner était un rituel du silence. Sam détacha sa malle avec un bruit sourd, puis sortit la seule chaise intacte et la plaça au bout de la table. « C'était à Pau » dit-il doucement. La main de Clara s'immobilisa. « Alors, il reste vide. » Sam inclina la tête, puis lui tourna le dos. Elle posa son cartable et traversa la pièce jusqu'à l'âtre où le ragoût mijotait, faible et lasse, 2 haricots flottants dans un bouillon flasque, un seul morceau de pomme de terre coupé en 7 au couteau. Une petite fille aux tresses emmêlées et aux joues couvertes de poussière se leva lentement, serrant une cuillère en bois comme un talisman. « Je m'appelle Ruth » dit-elle d'une voix calme malgré son jeune âge. « J'ai bougé avant la mort de maman, après l'hémorragie de Jonas. Personne n'a pu l'aider. » Sa confession flottait dans l'air enfumé. Clara prit une profonde inspiration. On recommence. Elle déboucha sa gourde, y versa de l'eau fraîche qui siffla sur les braises, écrasa des herbes aromatiques de sa sacoche de voyage et révéla une tranche de porc salé qu'elle avait fait venir clandestinement du Kansas. Tandis que la viande crépitait et que la graisse libérait son parfum, le silence s'épaissit jusqu'à ce que même le bébé s'agite. Sans prévenir, Clara versa le breuvage plus riche dans des bols dépareillés, les passant à des mains fines.
Mange lentement, conseilla-t-elle. Que ton ventre se souvienne de la douceur de la satiété. Et elles obéirent, tête baissée, leur cuillère tremblant dans le ragoût. Les cils de Ruth battirent, incertaines si les larmes étaient permises. Clara resta debout près de la porte, la faim la rongeant, mais elle la tint à distance, ce repas leur appartenait. Plus tard, de l'eau froide dans un seau rouillé attendait dehors. Les enfants se lavaient en silence. Sam s'attardait à table, perché sur la chaise vide. Clara se retira sous le porche, où le ciel était parsemé d'étoiles indifférentes. Dans cette lueur fragile, elle comprit, elle n'avait pas hérité de simples orphelins. Elle était entrée dans une maison de blessures ouvertes, et cet humble souper était le premier point de suture pour guérir les jeunes cœurs. À l'aube, elle découvrit un mince registre sous une planche de parquet branlante près de l'âtre, dissimulé dans un sac d'avoine poussiéreux. Ces pages fragiles au moins de 20 étaient reliées par une bande de tissu déchiré qui aurait pu orner une robe de mariée. Avec révérence, Clara déplia la dernière page, où une écriture inégale annonçait « Clara Mayfield arrive le 3 juin. Traitez-la avec gentillesse. Elle n'apporte rien, nous lui donnerons tout. » Sa promesse finale, écrite à l'ombre de la mort, s'étendait au-delà de la tombe. Plus tard dans la matinée, alors que le givre persistait encore sur l'herbe, Clara retrouva Sam perché sur le porche. Sa petite silhouette s'affaissait sous des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter. « J'ai lu les paroles de ton papa, dit-elle doucement. Il ne se retourna pas, il m'a dit de creuser sa tombe profondément, et d'attendre. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré, insista-t-elle. Je ne voulais pas t'effrayer. Je ne voulais pas t'enfermer ici contre ta volonté. Elle s'installa à côté de lui, le bois gémissant sous leur poids. Je n'ai pas peur. Et je ne vais nulle part. Mais dis-moi, qu'est-il arrivé à ta mère? Un long soupir lui échappa, trop usé pour un garçon si jeune. Après la mort de Jonas, elle a saigné. Le pasteur a dit que c'était la volonté de Dieu. Le regard de Clara s'adoucit. Je crois que c'était de la poussière, sans aucun secours. Elle tendit la main, couvrant la sienne. Je ne peux pas la remplacer. Mais je ne te quitterai pas. À ces mots, il se retourna, l'émotion brute se lisant dans son regard. Même si on faiblit, surtout à ce moment-là. Il s'appuya contre elle tandis que le vent filait comme un murmure fugace de souvenirs. Ils se turent jusqu'à ce que l'aube colore à nouveau le ciel en rose. Clara aperçut alors une fine colonne de fumée, trop sombre pour une cheminée, s'élevant au-dessus de la crêtaie, là où aucun foyer voisin ne devrait brûler. Elle garda le silence jusqu'au retour de Sam après avoir ramassé du petit bois. Ses yeux se plissèrent. C'est un signal, dit-il. Quelqu'un nous observe. Et à ce moment-là, Clara savait que leur histoire ne faisait que commencer. Il n'avait pas pris la peine de verrouiller la porte, seulement une lourde barre de bois qui grinçait sur ses gonds dès qu'on la mettait en place. Cette nuit-là, Clara laissa le ragoût mijoter bien plus longtemps que nécessaire, sa vapeur parfumée s'échappant vers le plafond bas. Elle murmura à Ruth de garder le bébé à portée de main, chaque bruissement et craquement amplifié par le silence tendu. Les plus jeunes garçons, l'œil vif et prompt à sentir le malaise, échangèrent des regards inquiets tandis que l'air de la cabane s'épaississait, comme si un orage se préparait derrière ces murs bruts. Lorsque la respiration des enfants se régularisa enfin et que de légers ronflements emplirent les coins, Clara serra son châle autour de ses épaules et sortit sur le porche, le vent frais de la nuit apportant le parfum du pain et de la terre humide. Sam était déjà là, adossé à la rambarde, les yeux scrutant la lisière des arbres. Il n'avait pas besoin d'invitation. « Tu penses ce que je pense ?» demanda-t-il à voix basse. « Que quelqu'un est venu pour quelque chose, peut-être la terre, peut-être toi. » Il remua, mal à l'aise, le bout des doigts tambourinant sur le bois. « Tu partirais si cela impliquait notre sécurité. Je me battrais le premier. » Son ton s'adoucit tandis qu'il observait son visage dans la lumière crépitante de la lanterne. « Tu n'as pas l'air d'une combattante. » Au-delà des derniers pins, un mouvement fugitif attira le regard de Clara, un cavalier solitaire, grand et immobile sur sa selle, les observait avant de se fondre dans la brume de fumée qui flottait dans la clairière. Elle retint son souffle, mais la silhouette disparut et le sommeil l'abandonna. À la lueur des bougies, elle coucha ses pensées sur le papier bien qu'il n'y ait personne à l'est pour les recevoir. Adressée à personne, sa lettre était destinée au vent, au bois et à la vérité sans phare. « Si je tombe, écrivit-elle d'une écriture ferme, qu'il soit dit que je suis arrivé les mains vides, mais que j'ai quand même trouvé un foyer. » L'aube se leva, et la tension de la nuit s'installa dans les corvées du matin.
2 poules manquaient et le tas de bois était éparpillé sans grande calamité, mais un avertissement sans équivoque. Clara rapprocha les enfants tandis qu'ils épluchaient leurs pommes de terre, tissant des histoires réconfortantes pour chasser toute crainte persistante. Dans un coin de son tablier, elle rangea le loquet brisé qu'elle avait découvert suspendu à la porte de la grange où un petit trophée et un rappel que, même ici, au bord du gouffre, il y avait encore des gens qui s'irritaient contre les femmes qui osaient construire une vie sans leur bénédiction. Plus tard dans la journée, un homme émergea des arbres et s'approcha à pied. Il mit pied à terre avec un calme délibéré, comme s'il portait le poids de vieux regrets plutôt que de nouvelles menaces. « Je cherche Richard Walker », dit-il d'une voix rauque à cause du voyage et du silence. Clara soutint son regard avec assurance. « Richard Walker n'est pas là. Il est mort il y a 2 semaines, mordu par un serpent. » L'inconnu souleva son chapeau et hocha la tête, le visage empreint de tristesse. « C'est ce que je craignais. Tu es Warren Walker, » réalisa-t-elle, le cœur serré. Sam, qui les avait rejoints, fronça les sourcils de surprise. Papa n'a pas parlé de frère. Le regard de Warren se détourna. On ne s'est pas quitté en bons termes. Clara retint ses questions. Au lieu de cela, elle le regarda défaire une sacoche usée et en sortir un lourd registre, relié dans le même tissu délavé qu'elle reconnaissait sous son foyer. Il m'écrivait tous les mois, expliqua Warren, et je n'ai jamais répondu, jusqu'à l'arrivée de la dernière lettre portant ton nom. Son souffle s'arrêta, Richard lui avait confié ces pages. Warren souleva une feuille du dos du registre, les bords effilochés par le temps. Elle lut ces mots à voix haute, si je meurs avant son arrivée, qu'elle garde la maison, qu'elle élève les enfants si elle le souhaite, et sinon, qu'elle enterre cette lettre avec moi et me pardonne d'espérer. Les doigts de Clara ne tremblèrent pas lorsqu'elle plia la page. Je reste, déclara-t-elle doucement. Warren hocha la tête, puis plongea la main dans le cartable et lui tendit une petite clé en fer. Du coffre-fort sous le plancher, dit-il. À l'intérieur, tu trouveras les derniers œufs qu'il ait jamais conservés. Clara glissa la clé dans la poche de son tablier, son poids étant une promesse plus lourde que n'importe quelle pièce. 2 jours plus tard, alors que Clara balayait le porche d'un geste lent et mesuré, un cavalier solitaire apparut sans prévenir, pas de poussière de chariot, pas de bruit de sabots, seulement un cavalier vêtu d'un manteau taché de voyage, le chapeau baissé. Les enfants se figèrent, Ruth serra le bébé contre sa poitrine, la main de Sam plana au-dessus du fusil au-dessus de la cheminée jusqu'à ce que Clara lève un doigt. Ensemble, ils transportèrent la promesse de la sacoche jusqu'au coffre-fort caché sous une planche mal fixée. Cette nuit-là, après que les enfants furent rassasiés et au chaud, Clara s'agenouilla à la lueur d'une bougie et tourna la clé. Le couvercle grinça, révélant non pas de l'or, mais une pile de papier plié, un acte au nom de Richard, non signé mais authentique, et une lettre timbrée de ses derniers espoirs. Si tu lis ceci, cela signifiait que j'étais déjà parti, commençait la lettre. Je ne t'ai pas fait venir par solitude, mais parce que je savais que je partirais. Je voulais que toi et eux sachions ce que signifie être tenu. Si tu restes, tout ce que j'ai, si peu que ce soit, t'appartient, la terre, le nom et, s'ils le permettent, les enfants. Les larmes de Clara coulèrent discrètement lorsqu'elle découvrit sous la lettre une petite pochette en tissu contenant 7 boutons dépareillés os, bois, métal ou des souvenirs de mère provenant de vêtements de bébé dont aucun enfant ne se souvient mais qu'aucun parent n'oublie. Elle les remit délicatement dans leur cachette, consciente à cet instant qu'elle détenait un héritage plus précieux que n'importe quel or. Lorsqu'elle sortit, Warren se tenait près de la grange, comme s'il savait déjà que le moment était passé. « Tu restes » demanda-t-il doucement. « Oui », répondit-elle, pas à cause d'une lettre, mais à cause d'eux et à cause de moi. Le vent tourna, plus chaud maintenant, comme si le printemps avait fait son premier vrai souffle. Mais la vie offre rarement un chemin paisible. Tout commença par la toux de Jonah aiguë, sèche, bien trop forte pour un enfant de son âge. À midi, Ruth était pâle et apathique, son petit corps affichant une fièvre croissante. Sam essaya de la prendre pour le froid de l'hiver, mais Clara reconnut la progression rapide de la maladie, son ombre fugitive dans chaque recoin de la maison. En 48 heures, 4 enfants brûlaient de fièvre sous leur couverture tandis que Clara faisait tourner des linges humides, préparait une tisane amère aux aiguilles de pin et murmurait la même promesse fragile, « Tu te sentiras mieux demain matin ». Ses mains étaient couvertes d'ampoules en alimentant le poêle, sa voix était brisée par des hymnes qu'elle se souvenait à peine avoir appris. Le pire survint lorsque les pleurs du bébé se turent, son souffle léger contre la poitrine de Clara le laissant seul. Elle le berça dans l'obscurité, battement de cœur contre battement, jusqu'à ce que la promesse de l'aube lui arrache un faible gémissement.
Au lever du soleil, Warren revint. Il avait seulement prévu de déposer du bois et de la viande salée, mais la vue de la cabane l'arrêta net. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche. Il confectionna une tente fumante de couverture au-dessus d'une bouilloire d'eau bouillante, tandis qu'elle faisait descendre du bouillon dans les gorges fatiguées et chantait des chansons douces lorsque ses muscles cédaient. Sam, le dernier à succomber à la fièvre, s'accrocha à sa conscience assez longtemps pour aider Ruth lorsqu'elle sombra dans l'inconscience dans le lavabo. « Est-elle partie » murmura-t-il, l'urgence accentuant chaque mot. « Pas encore » souffla Clara contre le front froid de Ruth. « Pas aujourd'hui. » Et à cet instant, alors que la maladie et la peur les entouraient, chaque promesse écrite par Richard, chaque sacrifice consenti par Clara et chaque acte de gentillesse offert par Warren se fondirent en quelque chose d'indestructible, un foyer bâti non pas sur la force solitaire, mais sur l'amour indéfectible et le courage farouche de ceux qui choisissent de rester. La 4e nuit, l'épuisement finit par écraser Clara. Elle s'agenouilla au bord de l'âtre mourant, les épaules haletantes, et cria dans l'obscurité comme si elle s'adressait à la cabane vide elle-même. « Ne les prends pas » supplia-t-elle d'une voix tremblante. « Prends n'importe quoi d'autre, mais pas eux. » À ces mots, les braises s'allumèrent à nouveau, vacillant comme en réponse à sa prière désespérée. Cet instant résonna comme un miracle. Ruth se réveilla en clignant des yeux, chassant une brume fiévreuse. Jonah, les joues encore pincées par la maladie, tendit faiblement la main vers un morceau de pain. Le léger gémissement du bébé fit vibrer le cœur de Clara, et Sam, si frêle qu'il tenait à peine debout, parvint à murmurer « Tu es resté ». Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne le ferai pas une seconde », pensa-t-elle en posant sa chaise de fortune. Ce soir-là, elle grimpa pour la première fois dans l'étroit berceau à côté des enfants, enlaçant de ses bras tremblants ces petits corps autrefois étrangers à sa chaleur. À l'aube, la fièvre était retombée. La nouvelle se répandit rapidement, le scandale se propagea au gré des rumeurs et, à la fin de la semaine, 2 cavaliers sinistres apparurent à la porte. Clara ne les reconnut pas, mais le froncement de sourcils de Sam lui en dit long. L'un était le propriétaire du saloon qui avait un jour proposé à Ruth d'acheter sa main-d'œuvre pour sa cuisine, l'autre avait rôdé après les funérailles de Monsieur Walker, murmurant à propos de titres de propriété et de garde. Ils arboraient désormais l'arrogance de la loi, brandissant le jugement comme une arme. On nous a dit que la mariée avait été présentée, ricana le plus grand. Pas de mariage, pas de droit. Ses enfants, le comté les réclame. Clara se leva, le cœur battant. « J'ai une lettre, un acte, des témoins » répondit-elle d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Le sourire du plus petit était cruel. « Ce terrain est endetté. Votre mari ne l'a jamais payé. » Il s'avança, un papier à la main. « Nous sommes ici pour raccompagner les pupilles chez elle. » Derrière elle, la porte de la cabine grinça. Sam émergea la première, le canon à la main et sans broncher, nul besoin de balles pour tenir une promesse. Ruth la suivit, pieds nus fermement plantés sur le porche poussiéreux, les bras croisés comme le salut d'un jeune soldat. « Ils ne vont nulle part » dit Sam d'une voix basse mais inébranlable. « Elle fait partie de notre famille, maintenant. »« Ce n'est pas à toi de décider, mon garçon » aboya le grand homme. Ruth, d'un air de défi, répondit avant même qu'elle ne parle. « Alors, à qui appartient-il » demanda-t-elle, les yeux flamboyants. « Papa est mort, maman est enterrée, et cette femme est restée alors que chacun d'entre nous aurait pu fuir. » Clara posa doucement la main sur l'épaule de chaque enfant. « Vous n'irez qu'avec les autres, déclara-t-elle. Ce pays n'est pas seulement régi par un livre de comptes, mais par des mains qui ont versé leur sang pour le bâtir. La place de ces enfants est ici. » Tandis que les adjoints du juge hésitaient, une silhouette apparut au bord de la grange, Warren, fusil en bandoulière, silencieux mais incontestablement redoutable. Les hommes lancèrent des jurons, marmonnèrent des choses concernant la paperasse et les autorités supérieures, puis firent demi-tour et partirent, la poussière tourbillonnant dans leur sillage. Clara expira, le soulagement mêlé d'admiration se tournant vers Samedi. Il baissa son fusil et la regarda dans les yeux. « Tu as été là pour nous » murmura-t-elle. « Tu as été là pour moi. » Et dans ce moment partagé, Clara comprit le véritable sens d'un foyer, non pas un toit ni un titre, mais le choix d'aimer et de protéger. Elle se mit à coudre des courtes pointes à partir de sacs de fleurs fanées, drapant de la laine sur les rebords de fenêtres pour se protéger du froid hivernal. Chaque soir, ils se réunissaient autour de la table en bois brut pour partager du pain croustillant et se raconter des histoires à voix basse, emplissant le silence de rire et d'espoir. Les voisins commencèrent à frapper, non pas pour prendre,
mais pour donner de la farine, des pommes séchées, des mots gentils. Même le pasteur apportait aux enfants des livres, reliés en papier craft et ficelés, avec un seul mot, vous êtes devenu la réponse que nous attendons de tout notre cœur. Début décembre, la visiteuse la plus inattendue arriva, une jeune fille de 16 ans, pieds nus, serrant son propre bébé malade contre elle, les yeux enfoncés par la peur. Clara ouvrit la porte sans hésiter, enveloppant l'étrangère dans une courte pointe rapiécée et murmurant, « Tu n'es pas en retard, tu es pile à l'heure. » La jeune fille, Lisa, s'effondra dans ses bras, et Clara comprit sans l'ombre d'un doute que leur famille s'était encore agrandie. Le bébé de Lisa trouva soin de Ruth, Sam prépara le thé et alla chercher les couvertures. Personne ne lui demanda d'où elle venait, chaque âme sauvée portait le même silence de honte et d'espoir. Cette nuit-là, tandis que les flammes dansaient dans l'âtre, Clara dit à Lisa, « Tu n'es pas ici pour être secourue. Tu es ici pour te rappeler ce que signifie être importante. » Le matin arriva donc avec un nouveau but, Lisa aida à préparer le petit déjeuner, puis resta pour de bon. Cet hiver-là, leur cabane devint bien plus que des murs et un toit. C'était un foyer accueillant le froid, un lieu où les haches coupaient le bois en rythme, où les histoires tissaient des liens de parenté entre étrangers. Les épaules de Sam se redressèrent tandis qu'il coupait 2 fois la corde de bois, le rire de Ruth résonnait clairement tandis qu'elle maîtrisait les gestes de la cuisine. Les plus jeunes enfants ne bronchaient plus à l'heure du coucher, mais demandaient à rester éveillés pour une dernière histoire. Quand le printemps fit fondre la neige en lents ruisseaux, la cour portait les empreintes boueuses de 7 enfants heureux. Le registre reposait sur la cheminée, la dernière inscription rédigée par Clara d'une écriture soignée et soignée, Clara Mayfield Walker, chef de famille par cœur, sinon par la loi. Personne ne le contesta, ni le pasteur, ni le voisin couvreur, et certainement pas les 2 agents du comté qui revinrent en février avec des papiers neufs, pour finalement trouver Ruth debout à la porte, son fusil au côté. Nous avons une ordonnance du juge, balbutia l'un d'eux. Nous avons une mère, répondit Ruth, et la commande resta sans réponse. Ce printemps-là, Sam planta des plants de tomates dans le coin où son père rêvait d'un poulailler. Ruth apprit à Lisa à réparer des bottes et à bercer les bébés sans crainte. Les plus jeunes appelaient Clara, maman, non pas par question, mais par simple vérité. Clara elle-même conservait les lettres de Richard et ses boutons de mariage dans un bocal près de la fenêtre, mais ne se demanda plus jamais ce qui aurait pu arriver. Tard un soir, elle glissa un dernier mot dans le vieux registre, « Si tu trouves cette maison, sache qu'aucun de nous n'a eu de chance. Mais chacun de nous a choisi de rester, d'aimer, de construire avec rien d'autre qu'une promesse. Si tu es perdu, affamé ou que tu aspires à une main qui ne te lâche pas, entre. Il y a de la soupe sur le feu et un lit dans un coin. Nous t'attendions. » Les années passèrent, des pièces furent ajoutées, une balançoire flottait au vent sur le porche et de vraies poules gloussaient dans le jardin. Pourtant, chaque crépuscule, Clara continuait à entretenir le feu, à écouter les pas des enfants et à s'émerveiller de la famille qu'elle avait forgée non par le sang ou la loi, mais par le simple et durable choix de l'amour, encore et encore.